et bienvenue chez les Séries-Téquaires, le podcast produit par la médiathèque Marguerite Duras et consacré aux séries et aux cultures populaires. Je suis Raphaël et pour ce 4e épisode nommé 1, 2, 3 séries, je vais laisser le micro à 3 de mes collègues, Julie, Maurice et Sandra, afin qu'ils et elles vous parlent de séries qu'ils ont beaucoup aimées ou qui les ont marquées. À vous le micro. Bonjour, je m'appelle Julie et je vais vous parler de la série The Leftovers. The Leftovers est une série américaine créée par Damon Lindelof et diffusée par la chaîne HBO entre 2014 et 2016. Damon Lindelof, c'est également le showrunner des séries Lost et Watchmen. On appelle showrunner la personne chargée de la direction de l'écriture ou de la production d'une série. The Leftovers est composé de 3 saisons et de 28 épisodes. On peut y retrouver notamment les acteurs Justin Theroux, qui incarne le rôle principal, Anne Dowd, Liv Tyler ou encore Carrie Coon. La première saison est adaptée du roman Les Disparus de Mapleton de Tom Perrotta, qui est co-créateur de la série. Les 2 saisons suivantes sont la création de Damon Lindelof, assisté de Tom Perrotta. Gros succès critique et public, la série reste encore aujourd'hui considérée comme une des plus incontournables de ces dernières décennies. Allez, on plonge dans l'histoire. Saison 1, début du premier épisode. Une femme est au lavomatique, stressée par une démarche administrative pénible qu'elle gère au téléphone, un distributeur de jetons qui ne fonctionne pas et son bébé qui pleure d'impatience dans son cosy. Bref, ce n'est pas sa journée. Elle retourne ensuite dans sa voiture, fixe le siège auto de son enfant et parle rapidement avec son mari au téléphone. Elle a l'air épuisée et l'enfant pleure toujours. Puis elle raccroche, les cris cessent. On se sent presque soulagé. Sauf que quand elle se retourne vers le siège bébé, son enfant n'est plus là. Et ce silence devient assourdissant. Au même moment, au même endroit, un enfant seul cherche son père en criant à côté d'un caddie de supermarché qui dérive vers le parking. Tout près de là, 2 voitures se percutent violemment à une intersection, car il n'y a aucun passager dans l'une d'entre elles. La séquence se termine sur des voix alarmées qui appellent le 911 et reportent une disparition. On va comprendre qu'en ce jour du 14 octobre 2011, 2% de la population mondiale a brusquement disparu sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi. Il n'y a aucune logique dans le choix des victimes. Ceux qui disparaissent sont tout autant des enfants, des adultes, des vieillards. Rien ne les relie, aucun groupe n'est défini. Les scientifiques ne pourront pas expliquer ce phénomène et ceux qui restent, les leftovers, vont devoir vivre avec le plus terrifiant de tous les deuils. Comment vont-ils accepter la perte de l'être cher ? Comment vont-ils continuer à vivre alors que personne ne peut expliquer pourquoi leur enfant, leurs parents, leurs amis a brutalement quitté ce monde ? La série s'attache donc non pas à expliquer ce mystère, mais à suivre ceux qui restent, face à l'incommensurable peine et que l'on retrouve 3 ans plus tard. Plusieurs personnages se démènent comme ils le peuvent à la suite de cet événement qui sera nommé « The Sudden Departure », le départ soudain. Certains tentent d'oublier, d'autres de se souvenir, et chacun fait face au deuil. Toutes les croyances, qu'elles soient religieuses, scientifiques ou éthiques, volent en éclats. On retrouve un policier qui n'a pourtant perdu personne, mais qui voit sa femme et ses enfants s'éloigner progressivement. Une femme, gourou de la secte des Guilty Remnants, les restants coupables, où les adeptes ont cessé de vivre et restent bloqués dans le souvenir du départ soudain. Une femme qui a perdu toute sa famille et ne peut fuir son inconsolable deuil. Un révérend qui déterre les secrets inavoués des victimes évaporées. Série mystique et apocalyptique, elle reste pourtant ancrée dans le quotidien des personnages. Elle nous parle de l'existence humaine face à ses peurs, des liens qui unissent ou déchirent les êtres qui peuplent une terre devenue inquiétante. Certains liront dans cette série une parabole écologique. L'humanité est en voie d'extinction, elle peut disparaître comme les mystérieux 2% de cette fiction. La plupart des personnages essayent de faire comme si de rien n'était. Ils sont dans le déni. Pourtant, il faudrait agir. La Terre nous envoie des signaux. Baisser les bras et pleurer ne résoudra rien.
Quand une catastrophe apparaît, il faut se réveiller pour se sauver. Je ne vais pas vous mentir, on pleure beaucoup dans cette série. Mais on reste incroyablement marqué par la force des émotions des personnages, des relations parfois désespérées qu'ils tissent entre eux. Au fil des 3 saisons, les personnages évoluent énormément. De nouveaux apparaissent, certains disparaissent, des situations nouvelles éclairent et révèlent l'incroyable multiplicité des réactions humaines face à une catastrophe commune. Il y a le personnage de Nora, infiniment touchant. C'est la mère de famille qui a perdu tous les siens. Les règles de la probabilité statistique n'ont pas marché pour elle. Ce n'est pas 1, ni 2, mais 3 proches qui ont disparu. Son mari et ses 2 enfants. Elle fait face tous les matins au réveil à cet insupportable silence dans la maison, à cette table de salon où il y a encore 4 chaises autour. Elle a essayé d'effacer le plus de traces possible pour avoir ne serait-ce que quelques minutes de répit par jour, mais elle n'y arrive pas. Elle voudrait mourir en fait. Elle embauche d'ailleurs quelqu'un pour la tuer, mais bien sûr ça ne marche pas. Elle se décide à aller voir Holy Wayne, Wayne le Saint, qui pourrait l'aider à ce que l'on dit. Il a déjà enlevé la peine et les pleurs de beaucoup d'autres. Même si pour elle, la charge émotionnelle à transférer sera énorme, ça devrait marcher, elle tente le coup. Pourtant, devant lui, elle semble avoir peur et hésiter. Est-il égoïste de sa part de vouloir enlever cette peine? Après tout, elle a la chance d'être restée. Doit-elle se sentir coupable de ne plus supporter pleurer, d'avoir même envie de mourir? Ne plus souffrir, est-ce oublier? Au moment où il s'apprête à intervenir, elle demande à Holy Wayne « Will I forget them? Est-ce que je vais les oublier ?»« Never, jamais, répond Wayne. Elle s'effondre en larmes dans ses bras. Cette scène, c'est l'illustration parfaite de la tension qui habite tous les personnages au fil de cette série. La souffrance dans le souvenir, mais le besoin de mémoire malgré tout. Holy Wayne parviendra-t-il à l'aider? Je vous laisse le découvrir en regardant la série. Enfin, The Leftovers est aussi profondément habité par la musique, avec son générique et de nombreux morceaux composés par Max Richter, qui subliment l'atmosphère mystérieuse et empreinte d'émotion de la série. Max Richter a beaucoup collaboré avec des réalisateurs de films et des créateurs de séries. On peut noter côté film, Valse avec Bachir, Wadja, Ad Astra, et côté série, L'Amie prodigieuse ou encore Invasion. Max Richter dit avoir été totalement séduit à la lecture du script de Damon Lindelof par la portée existentialiste de la série. Cette dimension faisait écho à ses propres travaux du moment. La série propose également de très nombreuses reprises qui ponctuent les épisodes et fonctionnent comme un jeu de cache-cache et de devinettes. Les paroles des chansons illustrent l'épisode et participent des dialogues. Le premier épisode de la saison 1 se conclut sur une reprise du tube de Metallica Nothing Else Matters, et plus rien n'a d'importance. En conclusion, je dirais que cette série nous reste en tête. On pourrait dire même nous hante, pendant plusieurs années. Et quel délice pourtant. On la chante, on s'en souvient, on est soudain pris de nostalgie, et on court la revoir, puisque les 3 saisons sont disponibles dans les bacs de la médiathèque Marguerite Duras. Bonjour, je m'appelle Maurice et je vais vous parler de la série Dream On. C'est une série des années 90 que j'ai vue sur le câble, qui est créée par les auteurs de la série Friends. Le héros s'appelle Martin Tupper, c'est un éditeur new-yorkais, et il y a toute une série de personnages. Donc il y a sa femme, dont il est séparé et qui voudrait reconquérir, mais elle a trouvé l'homme parfait, qu'on voit d'ailleurs jamais dans la série. C'est un médecin, une sorte de super-héros de l'humanitaire. Il y a aussi son meilleur copain, c'est un présentateur de télé noir
qui apparaît souvent. Et c'est l'occasion de démonter certains clichés sur les Noirs dans une série. Voilà. Il y a son patron, c'est un Australien un peu escroc, même pas mal escroc. Il y a ses parents, il y a sa mère qui est insupportable, abusive. Il y a son père qui est très flegmatique et bourru et qui a découvert son homosexualité sur le tard, d'ailleurs pendant la série. Il y a sa secrétaire qui est une petite boule d'énergie, un petit peu agressive, mais bon, bien sympa quand même. Il y a son fils qui est un ado. Ce qui m'a accroché, c'est que d'abord, c'était une série en version originale sous-titrée. Et moi, comme j'avais grandi avec les feuilletons américains en français, doublés, c'était vraiment quelque chose de différent. Déjà, ça qui m'a accroché. D'ailleurs, c'était intéressant de se demander à partir de quel moment un feuilleton, c'est devenu une série. Parce que mes parents disaient toujours un feuilleton, ils n'ont jamais dit une série. Et je pense que c'est dans les années 90 qu'on a commencé à dire une série pour un feuilleton. Et aujourd'hui, on ne parle plus de feuilleton, on parle que de séries. Et aussi, dans ce qui m'a accroché, c'est que le principal gimmick de la série, c'est le héros, lors de certaines situations, revoit des séquences de vieux films des années 40, 50, en rapport avec la situation. Donc ça crée un effet comique que je trouvais assez novateur à l'époque. Bon, enfin, que l'idée était plutôt sympa. Alors, le générique explique pourquoi il revoit ces séquences, parce que donc on le voit bébé, puis à différents moments de son enfance, toujours devant la télé, parce que ses parents veulent pas s'occuper de lui, donc c'est un enfant de la télé, nourri par les films, les vieux films américains en noir et blanc. Je me rappelle plus très bien quel film apparaissait dans ces fameux extraits. Je suppose qu'il devait y avoir Le Faucon Maltais. Je me rappelle qu'il y avait un film avec Sammy Davis Jr., jeune. Mais franchement, là, non, je n'ai pas vraiment le souvenir d'un titre précis. En plus, je pense qu'il y avait plein de séries B. C'est l'extrait d'un film très court, comme un flash, qui illustrait la situation. En général, c'était une réplique. Il n'y avait que le personnage principal qui voyait ça. Le problème, enfin, qui en fait n'en était pas un, c'est que je trouvais que le jeu des acteurs était très forcé, euh, très excessif. Ils en font des tonnes, surtout Brian Benben, c'est le héros de la série. Alors, avec le recul, je pense que c'était l'héritage du soap et de la sitcom des origines, un côté un peu cabaret, théâtral. Mais bon, en fait, ça me gênait pas vraiment, puisque c'était très rythmé, très vivant. Donc moi, ça me convenait très bien. Il y a aussi le fait que c'est une série très new-yorkaise, très côte est. On est plus dans l'Amérique de Woody Allen que dans celle de John Wayne, ou même de Starsky et Hutch. C'est une Amérique très ouverte d'esprit, très libérale, où on aborde des sujets de société sans juger et sans se prendre au sérieux. Pas de flingue, il n'y a pas de héros viril. Le héros, c'est un anti-héros. D'ailleurs, une partie de la série, ça parlait de la vie sentimentale de Martin Tupper. C'est un grand séducteur, mais malgré lui, un peu à la Woody Allen. Et d'ailleurs, ses aventures duraient rarement de plus de 2 épisodes. Je me rappelle une scène où Martin, qui a rencontré une jeune activiste écolo, vient la chercher à son appart pour l'emmener s'installer chez lui. Et qui ouvre la porte, c'est son copain. C'est une sorte de bellâtre grand et athlétique qui se retourne vers la fille et qui lui dit quoi? C'est lui? Du style, c'est tout ce que tu as trouvé pour me remplacer? Et de fait, c'est vrai qu'il payait pas de mine, quoi. Donc, est-ce qu'il faut revoir cette série? Peut-être, pas forcément. Alors peut-être si on a la nostalgie d'une époque où l'Amérique apparaissait comme une sorte de modèle, un pays ouvert, non clivé, à la pointe des transformations de la société. Si on aime Friends, par exemple, on peut aimer Dream On. Il y a eu 6 saisons. Je me rappelle plus combien j'en ai vu, mais j'ai senti qu'il y avait un petit essoufflement à la fin. Le copain de Martin Tupper, le présentateur de Télé Noire, a changé à la fin de la saison. Le deuxième acteur était, à mon avis, moins bon que le premier. Je l'ai moins accepté, en fait, que l'autre, qui était vraiment un très bon acteur, très sympa. Je crois qu'au niveau des situations, je pense qu'ils sont un peu essoufflés aussi. Ça tournait beaucoup, beaucoup autour de ces aventures amoureuses. Et je pense qu'il y a eu une espèce d'essoufflement. C'est l'impression que j'ai eue, moi. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils ont arrêté, parce qu'ils voulaient aller vers Friends et qu'ils avaient moins d'idées par rapport à Dream On.
pense pas qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent de Dream On, parce que d'abord, c'est une série très connotée dans la forme à son époque, aux années 90. Peut-être que un gars, une fille, par exemple en France, c'est une espèce d'héritier de très loin de Dream On. Mais franchement, je pense que c'était vraiment une série très années 90. Donc je ne pense pas qu'elle a... Peut-être que Friends, en fait, c'est un peu ça, en fait. C'est un prolongement de Dream On, dans un autre contexte, mais puisque c'est les mêmes auteurs. Alors déjà, à l'époque, je connaissais personne qui regardait Dream On. D'abord, c'était sur le câble, c'était pas sur les chaînes principales, on va dire. Donc déjà, c'était un peu plus confidentiel. Pour moi, il n'y avait pas l'effet qu'il y a eu avec Friends pour certains, l'effet communauté. Tout le monde parlait des personnages, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils pensaient. Moi, c'était vraiment, j'avais l'impression de découvrir quelque chose d'underground. Probablement pas le cas. Peut-être en fait que, je sais pas, peut-être que ça passait aussi sur le câble aux États-Unis. Donc c'était peut-être une série à faible, comment dire, diffusion. Mais en France, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit oui, tu te rappelles de Dream On. C'est ce que j'ai ressenti, que c'était une série plutôt confidentielle. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je pense que plein de gens peuvent parler de Friends, mais peu de gens peuvent parler de Dream On. Alors, vous ne trouverez pas dans les bibliothèques de la ville de Paris Dream On, mais peut-être dans une bibliothèque d'une autre ville, et probablement sur une plateforme sur Internet. Bonjour, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je vous présente une série que j'ai adorée qui s'intitule Broadchurch. Série télévisée britannique policière créée par Chris Chibnall avec 3 saisons entre 2013 et 2017. Ce n'est pas un hasard d'avoir choisi cette petite ville côtière du comté du Dorset pour y filmer un drame suivi d'une enquête sinueuse et passionnante. Broadchurch et ses falaises qui surplombent la plage et la mer battues par les vents, sous un ciel souvent sombre, est à l'image des lourds secrets que portent ses habitants. La série s'ouvre sur l'image d'un jeune garçon, de dos, au bord de la falaise et de nuit. On le voit sauter dans le vide. La tension est de suite présente, au tout début de la série, car l'une des premières personnes à reconnaître le corps du jeune garçon est l'inspectrice Ellie Miller, amie très proche des parents. Bientôt rejointe par un super inspecteur, Alec Hardy, qui a toujours l'air soucieux et épuisé, ils vont former à eux deux l'un des plus beaux duos d'inspecteurs du cinéma actuel. Enfin, c'est mon avis. Moi, je les ai tout de suite aimés. Ellie Miller, que Alec nommera toujours toute la série que Miller, est une femme soucieuse, certes, et très professionnelle, mais elle a des moments de gaieté aussi, de joie. Alors que l'inspecteur Hardy, lui, c'est plus compliqué. Lui aussi a un secret. Je pourrais vous dire que parmi toutes les scènes que j'ai vues, parce qu'en fait je les aime toutes en vrai, la scène qui m'a touchée le plus, c'est celle où les parents du garçon décédé se retrouvent un soir dans leur maison, après de longs mois à s'être déchirés, séparés, s'en être voulus l'un l'autre de ce drame, et ils regardent ensemble, émus des photographies de leur fils. Ils retrouvent des objets qui lui appartenaient et se remémorent le passé, enfin serein, peut-être apaisé. Voilà, c'est vraiment une série, moi, qui m'a tellement plu que je l'ai revue 2 fois, oui, les 3 saisons. Et je la conseille vraiment. Alors,
faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est très fort, ça remue beaucoup, mais c'est génial. Et franchement, l'actrice et l'acteur qui incarnent les inspecteurs sont géniaux. Et tous les gens qui jouent les villageois de Broadchurch. Alors, c'est pas vraiment la même problématique dans les 3 saisons. Il se trouve qu'on est vraiment concentré sur l'enquête liée au drame de ce jeune garçon qui est retrouvé décédé sur la plage. Mais il y aura aussi une histoire passionnante un petit peu plus tard dans d'autres saisons de femmes battues, de femmes violentées. Et c'est ce qui ajoute aussi à la tension de cette série. Alors en fait, ce qui est incroyable avec les paysages, c'est vrai que c'est un lieu qui est très bien choisi parce que il y a toujours quelque chose de pesant. Le fait qu'il y ait juste le ciel sombre qui écrase ces falaises, qui elles-mêmes sont imposantes et ont l'air d'écraser aussi ce petit comté du Dorset, ça rajoute une impression de lourdeur, de tristesse. Il y a souvent du vent, de la pluie. Bien sûr, il y a quelques jours avec du ciel très bleu, comme ça arrive en Grande-Bretagne. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était très très bien trouvé cette correspondance entre les paysages inquiétants et tous ces lourds secrets que vont devoir soulever un à un l'inspecteur Hardy et l'inspectrice Miller. Il y a aussi quelque chose de très particulier dans ce village, c'est que l'église surplombe la ville et elle est à la fois le lieu de refuge pour les habitants qui ont besoin de s'apaiser en ce lieu, et puis en même temps le pasteur qui est là et qui officie semble avoir lui-même des choses à cacher. Et donc cette église qui surplombe est un petit peu inquiétante aussi. Il y a un point particulier qui différencie les 2 inspecteurs, c'est que et cela va jouer en fait dans la manière dont ils vont mener l'enquête et ça va les rendre aussi très complémentaires. Il se trouve que Ellie Miller, elle, est de Broadchurch. Elle a sa famille, ses enfants, son mari, des amis, notamment les parents du jeune garçon qui est décédé. Elle est très respectée, très reconnue pour son professionnalisme. Et donc, finalement, sa famille, ses amis la soutiennent aussi dans cette enquête. Elle n'est pas seule le soir quand elle rentre. Alec Hardy, c'est l'opposé. Il est très seul, c'est comme un loup solitaire. Je vous avais dit qu'il avait l'air toujours soucieux, fatigué. Il a l'air de tomber de son lit. Il a aussi un gros souci, c'est qu'il ne peut plus voir sa fille. Lui, il dort à l'hôtel le soir, il n'a personne à qui parler, et cela va le rendre finalement très concentré sur l'enquête, et il va pouvoir aller puiser dans les tréfonds de sa tristesse à lui-même de ne pas voir sa fille, pour des raisons que je ne spoilerai pas, pour comprendre les motifs du décès de ce jeune garçon. Alors, je trouve pas forcément des points communs avec d'autres séries que j'ai vues. Moi, je la trouve vraiment originale, au sens que ce soit le duo d'inspecteurs. Voilà. Après, ce que j'ai trouvé similaire, mais dans l'ambiance, et c'est par rapport à moi, à mes propres souvenirs de cinéphile, c'est j'ai beaucoup pensé à Rebecca, tournée par Hitchcock d'après le roman de Daphné du Maurier, pour cette sensation tout le temps de lourdeur, de secrets enfouis et de choses que on a envie de mettre le doigt dessus, on sent qu'on approche, nous spectateurs, au fur et à mesure de l'enquête, et puis finalement, encore une fois, ça se dérobe et non, on ne sait plus où on en est. Voilà, et c'est pour ça que ça m'a évoqué Rebecca. Broadchurch, une série présente dans toutes vos médiathèques préférées.